Il ne se passe pas un mois dans une entreprise du CAC 40 sans qu'il y ait une semaine de sensibilisation à tel ou tel sujet, plus ou moins politisé, mêlant pensée magique, niaise et bien-pensance. Et si la pratique prend occasionnellement sa source dans des bureaux de communicants désœuvrés et manifestement politisés à gauche toute, on raterait l'essentiel à croire qu'il ne s'agit que de cela. Car l'essentiel, c'est que cette pratique est non seulement verticale, elle descend du sommet de l'entreprise sur les employés, mais elle est aussi pilotée par une idéologie beaucoup plus profonde que les éventuelles lubies woke de DRH d'Ecati. Cette idéologie derrière l'idéologie, c'est celle du capitalisme partenaire, la traduction française du stakeholder capitalism dont je vais vous parler ici. Alors qu'est-ce que le capitalisme partenaire? Pourquoi il impulse une inquiétante tendance vers un totalitarisme économico-idéologique? Et peut-on seulement y résister? Je vous explique tout dans cette vidéo. Le terme de stakeholder capitalism a été récemment popularisé par Klaus Schwab, mais c'est un concept ancien qui remonte aux années 80 en réaction à une autre théorie économique. On ne peut pas comprendre l'origine du stakeholder capitalism sans parler de son rival, à savoir le shareholder capitalism, popularisé par Milton Friedman. Friedman est un libéral partisan du laisser-faire économique qui considère que la seule responsabilité des entreprises est celle de récompenser les actionnaires. Il écrit sa vision des choses, en particulier dans un article du New York Times de septembre 1970 au titre choc « La responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter leurs profits ». Derrière ce titre se cache une conviction. L'économie s'autorégule d'elle-même à partir des profits réalisés par les entreprises. Cette vision de Friedman a connu une certaine popularité auprès des libéraux durs des années 70 comme Reagan ou Thatcher et a entraîné une réaction d'une frange plus à gauche du spectre économique. Car à l'inverse de la logique du tout-profit à laquelle incite Friedman, d'autres économistes suggèrent que les entreprises ont un rôle à jouer dans les politiques publiques et dans les politiques sociales, que l'économie ne se limite pas à des dividendes et des profits et que le jeu des dividendes et des profits ne peut pas garantir une stabilité durable. Ces économistes considèrent que les entreprises ne peuvent être durablement profitables que si elles prennent des engagements et des mesures pour assurer un certain équilibre social et environnemental. Et pour prendre ces engagements, il faut que les entreprises œuvrent de concert avec des partenaires sociaux et gouvernementaux, d'où le terme de capitalisme partenaire. Sur le papier, on peut se dire que la noble démarche d'un capitalisme plus équilibré et prenant en compte tous les partenaires va immédiatement séduire Milton Friedman. Mais pas du tout, celui-ci écrit dans son livre Capitalisme et liberté que signifie l'affirmation selon laquelle le dirigeant d'entreprise a une responsabilité sociale en sa qualité d'homme d'affaires. Si cette affirmation n'est pas purement rhétorique, elle doit signifier qu'il doit agir d'une manière qui n'est pas dans l'intérêt de ses employeurs. Par exemple, il doit s'abstenir d'augmenter le prix du produit afin de contribuer à l'objectif social de prévention de l'inflation, même si une augmentation des prix serait dans l'intérêt de l'entreprise. Ou il doit s'engager dans des dépenses pour réduire la pollution au-delà du montant qui est dans l'intérêt de l'entreprise, ou qui est exigé par la loi afin de contribuer à l'objectif social d'amélioration de l'environnement, ou que, au détriment des bénéfices de l'entreprise, il doit embaucher des chômeurs endurcis au lieu de travailleurs disponibles plus qualifiés pour contribuer à l'objectif social de réduction de la pauvreté. Dans chacun de ces cas, le dirigeant d'entreprise dépenserait l'argent de quelqu'un d'autre pour un intérêt social général. Revenons à Klaus Schwab qui a écrit un livre sur le sujet du capitalisme partenaire dans lequel il dresse un bref historique. Schwab considère qu'à l'inverse du capitalisme à la Friedman, un autre capitalisme étatisé s'est développé en Chine et dans plusieurs pays asiatiques. Schwab présente ces deux concepts comme extrêmes, le capitalisme de Friedman parce qu'il valorise trop les intérêts des actionnaires et le capitalisme étatisé parce qu'il donne trop de pouvoir à l'État. Et à ces deux systèmes, où il n'y a qu'un seul bénéficiaire, Schwab veut plutôt substituer un système qu'il présente comme plus équilibré, celui du capitalisme partenaire. Que propose Schwab concrètement? Pour Schwab, il y a 4 grands groupes d'intérêts. Le premier, ce sont les gouvernements, le second, la société civile, à laquelle il rattache les associations et les universités, le troisième, ce sont les entreprises, et la quatrième, c'est la communauté internationale représentée par des groupes comme les Nations Unies ou l'OMS ou l'OCDE. Au milieu de ces groupes d'intérêts, il y a 2 éléments qui doivent être protégés et auxquels il faut apporter une forme de bien-être durable. Ce sont les individus et la planète
qui sont en osmose. Je vous mets à l'écran la figure 8.3, page 226, issue du livre de Schwab qui synthétise cette idée. De ces 4 groupes, Schwab nous dit qu'ils doivent accéder à la table des décisions, calculer chacun leurs impacts, non seulement économiques mais aussi sociaux et environnementaux, via des métriques comme les scores ESG, et qu'ils doivent recevoir des profits à proportion de leur contribution à la fois sur le plan financier et sur les critères sociaux et environnementaux. Pour ceux qui ne seraient pas trop familiers de ces critères, ESG est l'acronyme de Environnement, Sociaux et Gouvernance. Ces métriques sont calculées par des organismes financiers ou bancaires comme BlackRock ou la BNP, selon des méthodes de calcul qui varient en fonction des indicateurs disponibles. Contrairement à ce qu'une bonne partie de la gauche libérale essaye de faire croire, le score ESG, qui est largement promu par le Forum économique de Davos, n'est pas du tout neutre politiquement. Rien que sur sa composante sociale, une forte odeur de quotas arbitraires et de parité à tous les étages se dégage. Schwab lui-même mentionne explicitement tous les groupes woke auxquels vous pouvez penser, de Black Lives Matter à Greta Thunberg en passant par les LGBT ou le hashtag MeToo, comme autant de modèles pour inspirer les décisions des entreprises. Il n'est donc pas surprenant que la politique dite RSE des ressources humaines, qui se trouve en bout de chaîne de la logique des scores ESG, soit assez orientée vers l'écriture inclusive, les drapeaux arc-en-ciel et les panégyriques de la diversité et de l'inclusivité. Mais revenons à nos moutons. Je suis en train de vous résumer un livre de 400 pages et concrètement, tout ce qu'on peut en retenir de tangible pourrait tenir sur une fiche Bristol. Finalement, tel qu'il est défini ici, le capitalisme partenaire ne fait qu'élargir la définition du capitalisme pour y intégrer les bienfaits sociaux et environnementaux qui sont calculés par des gens très sérieux et fiables dans des grandes banques. Alors l'éléphant n'a-t-il tout simplement pas accouché d'une souris? Est-ce que finalement le capitalisme partenaire n'est pas beaucoup de bruit pour rien? En fait, le problème du livre de Schwab, c'est son flou artistique. C'est un livre qu'on lit par insomnie dans une classe d'affaires d'un avion entre Londres et New York. Ce n'est pas un manifeste, ni un guide pratique, presque une sorte de direction générale assez vague. Quand on fait l'effort de se renseigner dans des contenus plus précis, des papiers de recherche par exemple, on remarque des hypothèses plus subtiles, comme par exemple une remise en question de la compétition comme fondement du capitalisme. Je vous mets un exemple à l'écran, le principe numéro 6 qui est dans un papier de recherche. Et vous admettrez que quand des grandes entreprises expliquent que la compétition ne sert plus à rien, on peut se demander si ce n'est pas pour entériner un monopole plutôt que pour révolutionner le monde. En fait, pour en revenir à Schwab, mon impression c'est qu'il cherche à donner un semblant d'unité à des interprétations très différentes de ce que aller au-delà des profits immédiats peut vouloir dire. Et je ne suis pas le seul à l'avoir observé puisqu'un très bon article du Harvard Business Review a fait une typologie des formes de capitalisme partenaire allant du plus passe-partout au plus radical. L'article en distingue 4 saveurs, de celles qui utilisent un petit peu la logique des ESG pour simplement garantir des profits à long terme, jusqu'à celles qui considèrent que les critères ESG doivent complètement remplacer la logique économique. Je vous affiche ça à l'écran pour ceux que ça intéresse. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec le capitalisme partenaire? Le capitalisme partenaire de Klaus Schwab, c'est l'archétype de la belle histoire un peu fumeuse. On vous a dit pendant des années que l'économie était un truc compliqué et piloté par des experts, mais si on croit Schwab sur parole, dans ce nouveau modèle, il suffit de se mettre autour d'une table pour discuter et le monde deviendra instantanément meilleur. C'est si simple qu'on n'y avait pas pensé. Blague mise à part, on ne se rend compte des limites du concept de capitalisme partenaire qu'en s'interrogeant sur les hypothèses qu'il fait. Une première critique qui revient souvent, c'est que le capitalisme partenaire n'est en rien différent du capitalisme standard, mais qu'il met juste l'accent sur les profits à long terme plutôt que les profits à court terme. Cette critique est particulièrement pertinente pour la première interprétation du capitalisme partenaire comme simple instrument pour garantir la stabilité des profits. Une autre catégorie de critique concerne le flou des termes, par exemple le flou autour de la notion d'employé, qui n'est jamais associé à une catégorie sociale. Quand le capitalisme partenaire parle de bien-être des employés, il les considère comme un groupe monolithique. Il n'y a aucune distinction entre les employés, ni par type de poste, ni par ancienneté, ni par niveau de rémunération, mais pire, un terme comme bien commun ou comme bien-être laisse une marge interprétative dangereusement large. Si vous faites du bien commun la mesure de toute réussite, vous avez intérêt à avoir une définition sacrément précise de ce terme et une méthodologie de mesure infaillible. Or, pour être honnête, si le bien-être se résumait à un score ESG, ça se saurait et des milliers de philosophes seraient instantanément mis au chômage. Même dans son analyse psychologique, le capitalisme partenaire est d'un angélisme déroutant. Pourquoi par exemple partir du principe
que tous les acteurs économiques et sociaux sont nécessairement de bonne foi et disposés à collaborer ensemble pour le bien commun. Est-ce que, justement, l'histoire de la géopolitique depuis des siècles ne prouve pas que les intérêts, tout comme les définitions du bien commun, divergent? Est-ce qu'il suffit de signer un papier pour que jamais n'apparaisse un dirigeant politique brutal et sanguinaire ou que n'apparaisse un entrepreneur prêt à tout? Et si oui, quel est le plan B? La vision de la société civile est tout aussi critiquable. Pour Schwab, la société civile, ce sont de vastes troupeaux humains dont les demandes sont portées par des mouvements comme Black Lives Matter ou MeToo. Schwab opère déjà un premier choix tacite en considérant le sociétal de MeToo plutôt que le social des Gilets jaunes. Mais, même dans cette catégorie, et sans même nous le dire, Schwab fait sa hiérarchie des ONG et a jugé que les Restos du Cœur, l'Armée du Salut ou la Croix-Rouge étaient moins représentatifs des demandes de la société civile que Greta Thunberg. Le semblant de justification qu'en donne Schwab, c'est que les mouvements woke sont plus jeunes et que, partant, ce sont eux qui vont diriger le monde de demain. Une affirmation qui pose plusieurs problèmes. Déjà, les jeunes ne naissent pas spontanément avec les idées du futur, ils sont influencés par des adultes et notamment par des grandes entreprises comme Disney ou les GAFAM. Et surtout, la jeunesse, tout comme la société civile, n'est pas monolithique. Qui va décider, et sur quelle base, que la marche des fiertés est plus représentative de la société civile que la marche pour la vie? S'il suffit de créer une association pour avoir un mot à dire dans le capitalisme partenaire, il va falloir s'intéresser à la représentativité des associations, ce que Schwab se garde bien de faire. La grande question taboue du capitalisme partenaire, au-delà des revendications, c'est celle du rapport de force. Admettons que tout le monde se mette autour d'une table pour travailler joyeusement et volontairement. L'équilibre trouvé entre les différents groupes d'intérêts n'en demeure pas moins englué dans des rapports de force. Quelle est la capacité réelle pour un bénévole d'association travaillant pour une ONG d'imposer une idée face à une multinationale qui brasse des centaines de milliards par an? Et pour les partenaires internes, c'est-à-dire les employés, ce n'est pas mieux. Prenez une entreprise bien pensante américaine typique, l'entreprise prétend publiquement se préoccuper de ses employés et mettre en place des métriques pour vérifier et évaluer leur bien-être, mais ces métriques ne sont pas choisies par les employés eux-mêmes. On n'a pas connaissance d'une grande convention des employés de toutes les entreprises pour fixer la définition des scores ESG. Voire même, il n'est pas certain que pour les employés, des critères supplémentaires ne sont pas nécessaires. Par exemple, on pourrait imaginer que les employés considèrent qu'un critère comme l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ou le respect des traditions locales sont des critères importants. Le cœur de l'arnaque du capitalisme partenaire est là. Derrière le côté collaboratif et inclusif, la relation employé et employeur ne se fera jamais sur un pied d'égalité. Dans l'affaire, l'employé est toujours passif dans le processus et subit les décisions sans avoir de prise sur elles. La verticalité des entreprises ne disparaît pas en prétendant simplement qu'elles sont horizontales. Alors pourquoi les grands de l'économie mondiale, Klaus Schwab en tête, nous matraquent-ils avec ce concept de capitalisme partenaire? Le plus probable, à mon humble avis, c'est que le capitalisme partenaire permet habilement d'opérer un transfert de responsabilité du champ politique vers le champ économique. Dans le modèle plus classique du capitalisme de Milton Friedman, l'économie a carte blanche jusqu'à ce que le politique lui mette des limites. Dans le modèle schwabien, l'économie détermine ses propres limites. Elle ne subit donc plus le politique. Exemple, si je m'appelle Apple, que je fais beaucoup d'efforts pour planter des arbres, alors vous comprenez, monsieur le gouvernement, il n'y a plus de raison de m'imposer par des lois une limite sur ma pollution dans les usines chinoises. Je suis assez grand et responsable pour faire au mieux, faites-moi confiance sur parole. Cette idée, on la retrouve de manière prémonitoire chez Hilaire Belloc dans un texte intitulé The Servile State. Je cite « On peut dire aux capitalistes « je veux vous déposséder et en même temps je suis déterminé à ce que vos employés puissent avoir une vie tolérable. » Le capitaliste répondra « Je refuse d'être dépossédé. À moins d'une catastrophe, il vous est du reste impossible de le faire. Mais si vous voulez bien définir la relation entre mes employés et moi, j'assumerai les responsabilités particulières dues à ma position. Soumettez le prolétaire, en tant que prolétaire et parce qu'il est prolétaire, à des lois particulières. Investissez-moi le capitaliste en tant que capitaliste et parce que je suis capitaliste d'obligations particulières réciproques à ces lois, je veillerai fidèlement à ce qu'elles soient respectées, j'obligerai mes employés à les respecter et j'assumerai le nouveau rôle que m'impose l'État. En fait, j'irai plus loin et je dirai qu'un tel arrangement novateur rendra mes propres profits peut-être plus importants et certainement plus sûrs. Mais ce transfert de responsabilité n'est pas sans prix et ce sont les petites mains qui le payent, car qui dit responsabilité de l'entreprise dit contrainte de l'entreprise. Et disons-le par provocation, soumission de l'employé, car la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit.
Et justement, cette soumission totale de l'employé sur tous les fronts économiques et idéologiques, c'est l'objet du livre de Hilaire Belloc, The Servile State, que j'ai traduit pour vous aux éditions Carmin sous le titre « Vous ne posséderez rien ». C'est un livre inédit en français, alors que Hilaire Belloc est un penseur franco-britannique majeur de la première moitié du XXe siècle. Ce livre, c'est l'histoire du plus long duel de l'humanité, du combat de chacun d'entre nous contre la servitude. Belloc nous y offre une mise en garde puissante et prémonitoire contre la dépossession des grandes masses humaines et le retour d'une nouvelle forme d'esclavage. Je ne peux que vous encourager à aller précommander ce livre sur la page Tipeee et à récupérer l'un des exemplaires disponibles. Vous avez le texte en version numérique à partir de 5 €. Si vous voulez juste soutenir la chaîne, vous avez une version audio et vous avez une version papier toujours aussi qualitative qui vous sont proposées. Armez-vous de ce livre car le long duel est loin d'être terminé. Prenez soin de vous et à bientôt.